Emmanuel Macron et Donald Trump réunis pendant quelques heures à Washington. Accolade, poignée de main virile, la rencontre aura été cordiale et amicale. La tâche du président français n'était pas simple. Il était là pour tenter d'infléchir la position de son homologue américain sur l'Ukraine. Il a notamment cherché à obtenir des garanties de sécurité en cas de trêve, le fameux filet de sécurité américain. Et sur ce point, Donald Trump n'a pris aucun engagement. Les deux hommes ont en revanche dit espérer la mise en place d'une trêve d'ici quelques semaines, une paix qui ne doit pas signifier la capitulation de l'Ukraine pour Emmanuel Macron. Claude Blanche-Maison, bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie et auteur de Vivre avec Poutine. Alors que pensez d'abord de cette visite cette visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche et cet entretien qu'il a eu avec Donald Trump? A-t-il été convaincant et pensez-vous qu'il a convaincu Donald Trump? Alors, je crois que la visite était nécessaire pour que l'Europe se replace dans cette négociation, quelque part dans cette négociation. Pas encore à la table de négociation. Et effectivement, Macron avait consulté tous ses collègues dans les jours précédents, en deux fois, en deux séries, y compris des dirigeants de pays extérieurs à l'Union européenne, bien sûr le Premier ministre britannique, mais aussi le Premier ministre canadien, le norvégien et même l'islandais. Donc il avait fait un tour de piste assez complet. Et donc il arrivait devant Donald Trump en ayant un maximum d'informations sur la position des uns et des autres, qui tous quand même étaient un peu inquiets du fait que Trump ait donné un coup d'accélérateur à son dialogue avec la Russie, qui pouvait aboutir peut-être en effet à un cessez-le-feu. Alors la deuxième remarque, c'est que effectivement, l'un et l'autre ont marqué une certaine connivence et peut-être même ont surjoué cette... oui, c'est ce qui ressort pas mal, en fait, dans ce qu'on voit dans les analyses, cette proximité. En plus, proximité, parce qu'ils se connaissent, en effet, depuis maintenant longtemps. Et puis notamment le premier mandat de Donald Trump et d'Emmanuel Macron. L'invité d'honneur au 14 juillet, qu'il avait beaucoup impressionné, etc. Le fait qu'il soit venu à la réouverture de Notre-Dame. Donc, il y a une certaine proximité. Je pense qu'ils ont surjoué un peu cette proximité. Alors d'ailleurs, on ne sait pas s'ils se tutoient, puisqu'ils parlent anglais entre eux. Effectivement, c'est un peu difficile à savoir. Mais le langage corporel était celui d'une grande proximité. Alors maintenant, effectivement, il n'est pas sûr que Donald Trump ait beaucoup bougé par rapport à ses positions antérieures. La négociation a commencé à Doha. Pardon, à Riyad. La négociation est une négociation entre les Américains et les Russes. Elle se poursuit aujourd'hui à un cran en dessous et au même endroit à Riyad pour assurer le suivi toujours entre Américains et Russes. Et il n'est pas prévu, en tout cas à ce stade, de format de réunion qui pourrait incorporer les Ukrainiens et les Européens. Alors, évidemment, Zelensky, qui est très intelligent et très mobile, avait bien compris cela et, dans le fond, probablement, dès l'entretien qu'il avait eu à l'Élysée, lors de la réouverture de Notre-Dame avec Donald Trump, il avait probablement formulé quelque chose qui était de nature à intéresser Donald Trump en disant, mais après tout, nous avons un sous-sol très riche et pourquoi est-ce que les entreprises américaines ne viendraient pas exploiter ce sous-sol? C'était une perche tendue que Trump a saisie évidemment immédiatement et un peu maladroitement, le secrétaire au Trésor américain est venu il y a peu de temps pour proposer à Zelensky un accord tout ficelé, grosso modo, concession de l'exploitation du sous-sol ukrainien aux États-Unis d'Amérique. Concession à la mode 19e siècle. Bon, évidemment, oui, mais le problème, c'est que Zelensky, lui, n'est pas d'accord avec cet accord et que des tractations sont en cours. C'est ce qui a été répété d'ailleurs par Donald Trump. Zelensky ne pouvait que refuser, mais la négociation s'est engagée à partir de là. Et on sait, Zelensky l'a dit hier, qu'elle progresse vers un accord. Il va y avoir un accord. Et Donald Trump a d'ailleurs dit que Volodymyr Zelensky pourrait venir dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour ratifier cet accord. Dans environ 8 jours, il viendra à Washington pour signer cet accord, qui est un accord, en effet, qui est un accord plus classique, c'est-à-dire que, cas par cas,
il y aura des contrats de concession à des sociétés américaines pour exploiter tel ou tel lieu où il y a des terres rares ou des minéraux rares ou stratégiques. Et cela sera fait suivant les méthodes habituelles de ce genre de contrat. Mais quand on s'appelle Volodymyr Zelensky, qu'on est président de l'Ukraine et qu'on a en face de nous, en face de soi, quelqu'un comme Donald Trump qui nous traite de dictateur, qui dit que finalement l'Ukraine, eh bien, c'est quasi elle en fait qui a finalement débuté cette guerre, alors qu'on le sait tous et on l'a vu, c'est l'invasion a démarré, c'est la Russie qui a fait cette invasion à grande échelle le 24 février dernier. Donc comment est-ce que lui, en tant que président, peut justement, face à tout ça, finalement quand même essayer d'avancer? Il essaye de faire au mieux, encore une fois, pour son peuple. A-t-il le choix ? C'est ça. Effectivement, il a été choqué par les attaques frontales de Donald Trump, qui lui-même était vexé que l'accord apporté par le secrétaire au Trésor ait été rejeté. Mais l'un comme l'autre, finalement, ont décidé de passer là-dessus et de négocier un véritable accord, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est surtout, évidemment, Zelensky qui n'a pas beaucoup de choix que de traiter avec le président américain. Donc, il y aura un accord qui sera probablement signé la semaine prochaine. Poutine qui... Mais quelle est la contrepartie finalement que va apporter dans ces cas-là, que vont apporter les États-Unis? C'est intéressant, c'est assez astucieux de la part de Zelensky, parce que ces mines, il va falloir les sécuriser. Donc il va falloir qu'il y ait des agents de sécurité américains, peut-être même... des soldats américains, quoi qu'on dise Trump. Parce que, évidemment, une mine, il faut qu'il y ait des mesures de sécurité prises autour et il n'est pas possible qu'il y ait des risques d'attentats ou d'attaques provenant de Russes ou bien d'éléments infiltrés à l'intérieur de l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que M. Poutine, qui regarde sans doute attentivement les télévisions occidentales, a réagi dès hier soir en disant « mais des terres rares, il y en a aussi chez moi. Oui. Il y en a même dans les territoires ukrainiens que j'ai annexés. Et les sociétés américaines sont les bienvenues, évidemment, pour les exploiter. Ce qui serait évidemment le moyen pour Poutine de faire reconnaître l'annexion. En droit international, ce serait évidemment une monstruosité. Et j'espère bien que Trump ne va pas tomber dans le panneau. Mais on ne sait jamais, parce que tout est possible. Étant entendu que lui conçoit ses rapports avec la Russie comme avant tout des rapports d'affaires, des rapports de business. Oui, businessman, mais ça on le connaît, Donald Trump, il est comme ça. On voit bien que à la première réunion de Riyad, il y avait... du côté russe, un troisième larron, Dmitriev, qui est un oligarque qui a diplômé d'Harvard, très proche de Poutine, et qui était là pour lui aussi appâter sur les affaires, sur le business. Et ils ont discuté probablement des possibilités pour les sociétés américaines de faire des forages pétroliers dans le Grand Nord russe, c'est-à-dire au-delà du cercle arctique. Les Russes n'ont pas vraiment la technologie pour ça. Ils ont besoin d'apports technologiques, d'apports d'investissement, évidemment, et ça va intéresser les sociétés américaines. Donc là aussi, ce dialogue-là, sur le plan du business, des affaires, est engagé. On va y revenir évidemment. Un mot d'abord pour finir sur l'Europe qui est très présente cette semaine, notamment aux États-Unis, puisque la chef de la diplomatie européenne, elle arrive aujourd'hui aux États-Unis. Elle va rencontrer le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. On sait aussi, on va y revenir juste après, que le Premier ministre britannique va, lui, être là et va rencontrer Donald Trump. Ce sera jeudi. Alors d'abord, en ce qui concerne la diplomatie européenne, Emmanuel Macron était là hier. Aujourd'hui, c'est la chef de la diplomatie européenne. L'Europe a besoin de montrer encore une fois qu'elle est là et qu'elle ne veut pas être spectatrice finalement, mais plutôt actrice de ce qui se passe en ce moment. Oui, bien sûr. Alors Kallas, qui est l'ancienne première ministre de l'Estonie, a des positions très, très carrées, évidemment. Elle dit qu'il faut absolument rappeler le droit international, le fait que la Russie avait garanti l'intégrité territoriale de l'Ukraine et que l'invasion de l'Ukraine est évidemment injustifiable et qu'il faut que les troupes russes se retirent. C'est probablement le langage qu'elle tiendra à Rubio. Rubio qui, lui, évidemment, est ministre des Affaires étrangères,
étrangères, secrétaire d'État, et qui tentera de répondre. Mais ça ne sera pas très facile parce qu'il va être en difficulté par rapport à la position du président américain. Il ne pourra pas donner des gages, les gages que lui demandera la haute représentante pour les questions de relations extérieures et de sécurité de l'Union européenne. Donc ça va probablement être un dialogue assez difficile, parce qu'elle va avoir des positions assez carrées, assez nettes, beaucoup plus que Macron hier, et que Marco Rubio ne pourra pas beaucoup aller dans son sens, parce que ça n'est pas celui de Trump. Trump n'a que faire du droit international. Ce qui l'intéresse, comme Poutine, ce sont les rapports de force, et comme lui-même, Trump, c'est le business. Le droit international est un élément plus ou moins décoratif bien après, de l'environnement. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, rencontrera lui Donald Trump. Il sera aussi question de l'Ukraine et de la défense du Royaume-Uni. C'est une semaine diplomatique très chargée pour Donald Trump. Alors, le Premier ministre britannique se pose en médiateur entre les Européens purs et durs et les Américains et Trump. C'est sa position traditionnelle britannique. Donc, il va essayer de jouer les conciliateurs après la visite de la haute représentante pour les questions de politique étrangère et de sécurité. Est-ce que lui, il peut obtenir des garanties, plus de garanties finalement que par rapport à Emmanuel Macron? On a vu l'exemple hier, c'est que Trump n'hésite pas à dire écoutez, c'est très gentil, vous voulez mettre des troupes, une fois le cessez-le-feu acquis, vous proposez de mettre des troupes sur les territoires ukrainiens pour donner des garanties de sécurité que l'Ukraine réclame. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Et lorsque Macron a demandé mais est-ce que le président Poutine l'acceptera, le président américain n'a pas hésité à répondre oui, oui, il est d'accord, bien entendu. Sauf qu'aujourd'hui, les Russes disent ah non, en fait, c'est inacceptable. On ne veut pas des troupes, notamment des troupes de pays qui appartiennent à l'OTAN, sur le territoire ukrainien en cas de paix. C'est la position qu'ils ont répétée avec une grande constance. Et hier soir, on s'est demandé pendant quelques heures si par hasard Poutine n'avait pas changé de position pour aller dans le sens de Trump, mais ça n'est évidemment pas le cas. Mais Trump est encore allé une fois trop vite, il s'est trop avancé. Non, il a voulu être aimable avec Macron. Et oui, c'est un coup de bluff, effectivement. Alors, il va être un peu plus gêné jeudi, puisqu'effectivement, les Russes ont répété que, comme ils l'ont toujours dit, ça n'était pas concevable que des troupes de pays appartenant à l'OTAN, même s'ils n'ont pas l'étiquette OTAN, viennent mettre le pied en Ukraine. Donc là, il y a une difficulté importante. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Or, c'est un élément essentiel. Les militaires avaient joué avec l'idée de donner des garanties de sécurité à partir de l'extérieur, c'est-à-dire à partir des troupes que nous avons stationnées par exemple en Roumanie, ou des troupes de pays de l'OTAN qui sont stationnées en Pologne, ou de la Pologne elle-même, par la voie aérienne, ou également de navires qui sont positionnés dans la mer Baltique, ou à l'extérieur, ou en mer Noire, et de donner une sorte de garantie, mais de là à garantir absolument à l'Ukraine une sécurité par rapport à d'éventuelles attaques russes, il y a évidemment un grand écart et je pense que ce que les Ukrainiens veulent, au minimum, c'est une no-fly zone, c'est-à-dire une interdiction de survol de leur territoire par des missiles ou par des avions russes. C'est la moindre des choses, puisque tous les jours et nuit d'ailleurs, ils subissent des bombardements de missiles et de bombes planantes lancées par des avions. Donald Trump, il avait promis la fin de la guerre en 24 heures, on n'y est pas. Il est plutôt en train de bouleverser l'ordre finalement international en se rapprochant de la Russie. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je crois qu'il n'aime pas la guerre, que la guerre en effet c'est pas bon pour le business. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Monsieur Xi Jinping se pense la même chose, par exemple. D'où sa position, en effet, assez nuancée. Mais Donald Trump avait promis, en effet, d'arrêter cette guerre en disant si j'étais resté à la Maison Blanche, cette guerre n'aurait jamais démarré, évidemment.
Et maintenant que je reviens à la Maison-Blanche, je vais l'arrêter en 3 jours, comme vous l'avez dit. 24 heures, il avait même dit. En 24 début, heures au départ. il avait dit 24 finalement, heures premièrement. Après, ses conseillers ont dit ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Et donc maintenant, il se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, il parle de trêve maintenant et non pas même d'accord de paix. On voit bien que l'accord de paix est hors de portée. Ce sera une négociation très complexe et très longue, avec d'autres partenaires qui nécessairement entreront dans le jeu. Là, ce qu'il recherche, vous l'avez dit, c'est une trêve, un cessez-le-feu, de durée par définition limitée. Mais effectivement, là aussi, c'est difficile parce que le risque qu'il court, c'est que le président ukrainien, M. Zelensky en l'occurrence, dise ça c'est très gentil, mais moi je n'ai pas participé aux négociations, je n'appliquerai pas ce cessez-le-feu, je n'appliquerai pas cette trêve. C'est sa position actuelle en tout cas. D'où l'importance d'inclure l'Ukraine dans ces négociations. Donc ça sera tout l'objet de la discussion avec M. Trump lorsque Zelensky viendra signer l'accord sur les terres rares, probablement la semaine prochaine. Et ça va être une discussion très difficile parce que Trump n'aime pas qu'on lui résiste. Hier, avec Macron, il était dans un exercice de charme finalement, et il allait dans le sens de Macron. Bon, si vous mettez des troupes, bien entendu, d'abord, il n'y aura pas d'objection russe, et en plus, on pourra éventuellement réfléchir à une sécurité donnée par les États-Unis de l'extérieur, une coopération en matière de renseignement qui nous est nécessaire, parce que si on n'a pas le renseignement américain, nos troupes seront en partie aveugles sur le territoire ukrainien. Donc on a absolument besoin d'un backup, comme on dit, américain.